Un invité dans ce journal, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, pour nous parler de l'ouverture demain ici à Bamako de la conférence sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux toxiques. Dimanche 23 juin, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République par intérim a reçu aujourd'hui en audience les leaders de deux partis politiques. Il s'agit des formations politiques, l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain Faso-Djigui et le Parti pour la solidarité et le progrès PSP. Avec ces partis politiques, il a été question de l'organisation de futures échéances électorales dans notre pays et bien évidemment de l'accord préliminaire de Ouagadougou. Adama Kodjo a suivi ces audiences. Impliquer davantage les enseignants dans l'organisation des élections et dans le processus de dialogue et de réconciliation pour la paix et la cohésion sociale au Mali. C'est ce que propose l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain Faso-Djigui UMRDA. L'idée a été exprimée ce matin au professeur Dionkouna Traoré, président de la République par intérim, qui a reçu ce matin les leaders de ce parti. Nous avons souhaité un certain nombre de formations des enseignants pour leur permettre de s'impliquer, de s'engager et pour que les élections soient propres. Nous pensons que les enseignants, s'ils sont accompagnés, peuvent aussi s'impliquer dans le revivre ensemble. L'UMRDA se réjouit de l'accord de Ouagadougou, un accord qui constitue un grand pas vers la paix selon le président du parti. Nous apporterons la contribution qu'il faut pour que chacun tienne, n'est-ce pas, ses engagements. Le Parti pour la solidarité et le progrès PSP est la deuxième formation politique reçue ce matin par le président de la République par intérim. Le président du PSP a réaffirmé le soutien total de son parti quant à l'application de l'accord de Ouagadougou. Le temps presse, nous n'avons plus beaucoup de temps et il faudrait bien sûr que l'armée malienne, dans les meilleurs délais, investisse l'ensemble du territoire et tout particulièrement Kidal et que les élections puissent se tenir dans les meilleures conditions également dans cette localité malienne. Pour ce qui concerne le processus électoral en cours, pour l'instant, nous pensons que les choses sont sur la bonne voie. Pour la participation massive des populations à l'élection présidentielle de juillet prochain, le président du PSP propose une large campagne de sensibilisation autour de la question. Je vous le disais dans les titres, un invité dans ce journal, Monsieur le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Bamako a pris la responsabilité d'accueillir à partir de demain une conférence, une importante conférence qui va parler de l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle des mouvements transfrontaliers et la gestion justement de ces déchets dangereux. Un long intitulé. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous situer le contexte de cette conférence de Bamako? Merci, oui. Bonsoir, mesdames les téléspectateurs. Je vous remercie pour cette occasion que vous me donnez d'informer les téléspectateurs de l'ORTN sur justement cette conférence importante qui se tient à Bamako à partir de demain, sur justement l'interdiction d'importer les produits toxiques, les déchets toxiques en Afrique. Il faut rappeler que c'est des matières qui sont administrées, qui sont régulées par la Convention de Bâle notamment, mais cette Convention de Bâle, qui est considérée comme la mère de la Convention de Bamako, est moins contraignante. Il y a une convention qui a été ratifiée par des pays africains, un grand nombre, ici à Bamako, et qui justement est plus contraignante que la Convention de Bâle en ce sens qu'elle interdit l'importation des déchets toxiques en Afrique. Et depuis que cette convention a été ratifiée, malheureusement, on n'a pas pu tenir la première conférence des parties. Et pour qu'une convention soit opérationnelle, il faut bien sûr que cette conférence des parties se tienne, que des décisions soient prises, que des programmes soient arrêtés et que la convention puisse vivre. Et ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, et c'est pourquoi le Mali, cette année... On nous a dit que ça faisait plus de 15 ans que cette conférence... Ça fait plus de 15 ans, effectivement, que cette réunion, cette conférence des partis est attendue. Elle n'a jamais pu se tenir. Et dès que nous sommes arrivés, le gouvernement de transition a pris la décision, avec l'appui du programme des Nations Unies pour l'environnement, et aussi des pays africains, qui ont lancé un appel à la dernière réunion de la synergie des conventions à Genève, pour que cette convention de Bamako puisse se tenir. Et
J'avoue que c'est dans un délai raisonnablement très court, de 60 jours presque, que nous avons réussi vraiment à organiser cette conférence. Et on peut se réjouir aujourd'hui qu'il y a 35 pays africains qui sont représentés à Bamako, dont plus d'une dizaine de ministres présents. Et quelle va être justement la nouveauté que Bamako va pouvoir apporter à cette conférence? Cette convention de Bamako est extrêmement importante pour le Mali, qui avait cette conférence, mais aussi pour l'Afrique. Comme je le disais, la convention de Bâle régulait les mouvements transfrontières de déchets toxiques. Bamako les interdit purement et simplement. On interdit que l'Afrique soit le dépotoir du monde. C'est vrai, il est bon pour le développement durable de façon générale qu'on utilise les produits industriels, les produits chimiques, mais que nous ne soyons pas transformés en poubelle des autres continents. Je pense que ça, c'est la première attente que nous attendons. La deuxième attente que nous avons par rapport à cette convention de Bamako, justement, c'est de faire en sorte que la convention de Bamako puisse vivre. Il ne sert à rien de faire une convention si elle ne vit pas. Il faut qu'elle vive, il faut qu'elle ait un programme, que ces organismes statutaires soient mis en place, un secrétaire exécutif, et qu'elle puisse avoir des programmes, qu'elle travaille. Et vous restez optimiste par rapport à cela? Et si la conférence de Bamako avait eu lieu, on n'aurait pas connu ce problème qui continue de couler beaucoup d'encre dans un pays voisin qu'on ne voudrait pas citer? Tout à fait. Je ne voudrais pas citer ce pays, frères et amis avec lesquels nous compatissons. Mais si Bamako, la convention de Bamako avait eu lieu, avait été mise en œuvre, ce cas ne serait pas arrivé. Et c'est ça que nous voulons prévenir justement pour l'avenir, faire en sorte que, grâce à cette convention de Bamako, que l'Afrique, dans un Mali debout, prenne la décision de se mettre elle aussi debout, pour dire non, notre continent ne doit pas être un dépotoir. Oui, voilà, Monsieur le ministre, en acceptant d'abriter une telle conférence et puis dans un délai très court, vous nous avez parlé de 60 jours, c'est un challenge. Qu'est-ce qui a vraiment été à la base de cette décision? C'est un véritable challenge. Non seulement, comme je l'ai dit, la convention de Bamako est extrêmement importante pour nous-mêmes, Maliens, mais aussi pour l'Afrique entière. Dans un contexte de crise, Monsieur le ministre. Nous sommes dans un contexte de crise, mais je pense que les crises doivent être transformées en opportunités. Je l'ai toujours dit, c'est mon credo. Lorsqu'on est dans la crise, c'est là où il faut transformer cette crise en opportunité. Je crois que c'est possible. Nous avons fait la preuve. Et dire que c'est aussi l'occasion de dire au monde que le Mali, aujourd'hui, est un pays debout, un pays qui regagne sa stabilité, un pays dans lequel on peut organiser des réunions internationales au standard des Nations Unies. Je pense que ça, c'est un message fort que nous voulons lancer aussi au monde entier. Dire que Bamako, le Mali, n'est pas un pays comme on aurait voulu le présenter en insécurité, on ne peut pas venir. On peut venir à Bamako en toute tranquillité et au standard des Nations Unies. Un message politique que vous avez voulu faire passer à la communauté internationale, peut-être la dernière question, Monsieur le ministre. Tout à fait, tout à fait. Le dernier message, c'est de dire que nous tenons la convention de Bamako, nous du Mali, avec nos amis africains. Je souhaite que l'ensemble des ministres africains puissent accompagner la mise en œuvre de cette convention, qui permet à l'Afrique justement de jouer son rôle dans la synergie des conventions, parce qu'il y a d'autres conventions. Il y a la convention de Bâle, il y a la convention de Stockholm, de Rotterdam, et il y a récemment, au mois de mai, une conférence internationale qui crée la synergie de ces trois conventions. Mais cette synergie, malheureusement, n'intervient pas au niveau régional et au niveau pays, alors que c'est là où nous avons les problèmes. La convention de Bamako va permettre de corriger justement ce vide pour qu'au niveau du pays, des différents pays africains, mais aussi au niveau de l'Afrique entière, vraiment ce vide soit comblé. Je voudrais vraiment lancer ce message à mes pairs africains. Je voudrais aussi lancer à la communauté internationale un appel pour qu'elle puisse nous accompagner, parce que ce n'est que permettre à l'Afrique, à mon sens, de jouer vraiment son rôle dans la protection et la préservation de l'environnement, qui est quand même un patrimoine commun de l'humanité. Que l'Afrique cesse d'être un dépotoir de toutes sortes de produits. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour nous parler de la conférence que va abriter Bamako demain sur l'interdiction formelle des déchets toxiques sur le continent. Voilà.
Je le disais, notre titre de ce journal, pour ce qui est des préparatifs du mois de Carême, plus de 15 000 tonnes, c'est le stock de sucre disponible dans la région de Ségou. Le constat a été fait par le ministre du Commerce et de l'Industrie en visite en 4e région. Pour le ministre Abdelkarim Konaté, cette quantité va être injectée sur le marché pour éviter toute flambée de prix en cette veille de Ramadan. Le point avec notre correspondant de Ségou, Dougoufana Traoré. Plusieurs magasins et 3 grosses usines de sucre dans la région de Ségou ont été visités par le ministre du Commerce et de l'Industrie. L'objectif de cette visite du ministre Abdelkarim Konaté, c'était de savoir si les instructions sécuritaires en matière de la gestion des stocks de sucre du mois de Ramadan étaient respectées par les différentes unités industrielles. Nous sommes très satisfaits parce que nous avons pu identifier au niveau de Nsukala 3 000 tonnes et au niveau de Soukala près de 9 000 tonnes. Ce qui va faire pratiquement 12 000 tonnes de sucre. Et dès demain, ce sucre serait sur le marché. Chez Mouloubou Keïta, tout comme à Nsoukala ou à Soukala SA, les magasins sont pleins et leur contenu va être cédé aux opérateurs économiques à des conditions favorables. Le sucre, la quantité, c'est plus de 30 000 tonnes qu'on a mené. Donc, mais en plus de ça, on a fait des spécifications de sucre de 5 kg, de sucre en carreau, de sucre en stick aussi. Il nous avait été demandé de garder en stock une certaine quantité de sécurité pour assurer les besoins des consommateurs. Nous leur cédons la tonne à environ 360 000 francs, carreau usine. Les détaillants du Mali promettent de jouer le jeu en ravitaillant les marchés à des prix abordables. Il n'y aura pas de flambée de prix, donc j'ai un appel à lancer à tous les opérateurs économiques, importateurs de sucre et des propriétaires des différentes usines, de faire confiance aux commerçants détaillants. Pour éviter toute flambée des prix du sucre, en ce début de Ramadan, le gouvernement a pris d'autres mesures, dont l'exonération de 60 000 tonnes de sucre. Nous avons aujourd'hui sur le territoire national près de 50 000 tonnes de sucre qui couvrent les besoins de consommation de près de 80 jours. Donc c'est vous dire que toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour permettre aux populations de passer le mois de carême dans la quiétude avec du sucre disponible et à un prix abordable. Avec cette importante quantité de sucre sur le marché, le pari de la quiétude est gagné par le gouvernement de transition. Une rencontre avec les travailleurs et la direction de Nsoukala a mis fin à cette visite du ministre Konaté dans la région de Ségou. Autre ministre en déplacement, c'est le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales qui se trouve à Tombouctou. Et les examens de fin d'année se tiendront avant le 15 octobre 2013. L'assurance a été donnée par Bokar Moussa Diarra, je lui disais, en mission à Tombouctou. Tombouctou, nous retrouvons Yehia Tandina. Rencontrer les partenaires et les acteurs de l'éducation et échanger autour des questions qui préoccupent les écoles du Nord, c'est bien l'objectif de la visite du ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales à Tombouctou. Accompagné d'une forte délégation du département et de la représentante UNICEF Mali, le ministre a visité le jardin d'enfants Soubanafa et l'établissement scolaire Alpha Moya. Quant aux examens, ils seront tenus dans les régions du Nord à mi-octobre, selon le ministre. Nous avons décidé ensemble de remettre les examens des régions du Nord avant le 15 octobre, date de fin de l'année scolaire dans ces régions. Nous venons de finir pratiquement les examens au sud et je suis venu à Tombouctou aujourd'hui pour me rendre compte par moi-même de la situation et d'encourager les enseignants et les appeler à toutes les nouvelles missions que la crise nous a imposées. La reprise du chemin de l'école dans ces régions a été saluée par les délégués de l'UNICEF qui prônent une scolarisation des enfants dans un environnement sécurisé. Continuez ce que vous faites, préparez la rentrée de 2013-2014. Il faut que tous les enfants aillent à l'école, ceux qui allaient à l'école avant, essayez de mettre les enfants qui n'allaient pas à l'école aussi à l'école. Dans la région de Tombouctou, 305 écoles fondamentales et préscolaires sont ouvertes, avec un effectif de 50 766 élèves encadrés par 1077 enseignants. Au niveau secondaire, 4 lycées pour un effectif de 685 élèves encadrés par 65 professeurs.
En 5e région, lancement à Madiana dans le cercle de Djéné d'un projet d'appui aux producteurs de riz des communes de Madiana et Podori, dénommé projet de renforcement de la résilience des populations déplacées et hôtes de la région de Mopti par la restauration de la productivité. Nous retrouvons Moustapha Doumbia. Le projet de renforcement de la résilience des populations déplacées et hôtes de la région de Mopti par la restauration de la productivité agricole et l'amélioration de la sécurité alimentaire est le fruit d'un partenariat entre l'Organisation néerlandaise de développement SNV et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. La FAO, conscient de sa mission d'appui à la relance de la production agricole, a décidé de mettre ce programme-là pour l'intensification de la production rizicole. Financé par l'Afrique du Sud à travers la FAO à environ 140 millions de francs CFA pour une durée de 6 mois, le projet couvre les communes de Madiama et Pondori dans le cercle de Djéné. Les actions portent sur la distribution gratuite de 16 tonnes 250 kg de semences de riz et de 100 tonnes 450 kg d'engrais à 663 ménages vulnérables des 2 communes. J'ai un hectare. L'année dernière, je n'ai rien eu dans mon champ. Avec leur aide, je pratiquerai la semence ainsi que l'engrais dans mon champ. Un appel très pressant à tous les bénéficiaires de cette action pertinente de la FAO et de la SNV pour leur engagement sans réserve et pour une appropriation à hauteur des souhaits de ce projet, j'allais dire, de votre projet. Le suivi du projet sera assuré par l'organisation SNV à travers des formations, l'itinéraire des techniques culturelles, entre autres. Élan de solidarité à l'endroit des populations déplacées, la Croix-Rouge des Émirats Arabes Unis vient de mettre à leur disposition un important lot de médicaments, de tentes et de vivres. Le don arrivé à bord d'un cargo a été réceptionné cet après-midi par le ministre de la Santé. Et Abdraman Meiga, notre reporter, était là aussi. 45 tonnes composées essentiellement de tentes, de denrées alimentaires et des produits pharmaceutiques. Telle est en substance l'importance de la quantité du don que vient de réceptionner le ministre de la Santé. Cet appui est un don offert par la Croix-Rouge émirati dans le cadre de la coopération entre le Mali et les Émirats Arabes Unis. Il est destiné à appuyer le gouvernement dans ses efforts d'accompagnement de nos compatriotes victimes du terrorisme au nord du pays. Sur instruction du président directeur du Croissant Rouge émirati, notre mission ici présente à Bamako est juste pour la remise de dons. Et ces dons viennent de la part du peuple émirati. Et ce don a été remis en fonction de la demande faite lorsque les précurseurs étaient venus au Mali. En réceptionnant le don, le ministre de la Santé a, au nom du gouvernement malien, remercié les Émirats Arabes Unis pour ce geste de solidarité à l'endroit de notre pays. Un pays qui, grâce à la mobilisation de tous, a presque reconquis l'ensemble de son territoire national. Et aujourd'hui, un des soucis majeurs des plus hautes autorités demeure le retour des déplacés et leur insertion dans le tissu économique. Pour atteindre cet objectif, le Mali a besoin, selon le ministre Zoumana Magadji, de l'accompagnement de tous ses partenaires. Pour ma part, je vous donne l'assurance que cette importante donation humanitaire sera utilisée au mieux dans l'intérêt exclusif des populations victimes de cette douloureuse épreuve. Conscient de l'énormité de la tâche qui attend le gouvernement, le chef de file de la délégation émirati a promis au ministre que d'autres actions similaires vont se poursuivre pour permettre une meilleure prise en charge de l'ensemble des préoccupations des populations. Ces populations qui n'aspirent aujourd'hui qu'à la paix pour faire face à la reconstruction de ce grand pays, un pays dans lequel le dialogue et la concertation ont toujours été le socle de la cohésion sociale. Page élection de ce journal, rentrée politique de la section des jeunes de la commune 6 du Congrès national d'initiative démocratique Sénid Fassoyi-Rouatan. L'événement a été mis à profit par les cadres du parti pour échanger avec les militants et sympathisants sur la vie du parti et bien évidemment les prochaines élections à venir. Chez Koumar Sangaré. C'est dans un centre Olympage archicomble que s'est tenue cette rentrée politique de la jeunesse du Sénid Fassoyi-Rouatan en commune 6 du district de Bamako. Tour à tour, les représentants du comité directeur du parti et ceux du bureau national des jeunes ont parlé de la vie du parti et des élections à venir. Selon le président du bureau national des jeunes du Sénid, cette rentrée politique est placée sous le signe de la victoire. Cette rentrée politique, effectivement, nous la plaçons sous le signe de la victoire, sous le signe
de la dignité retrouvée, sous les signes du changement. Au Congrès national d'initiative démocratique Sinid Faso Iruaton, on s'inscrit dans la logique des élections apaisées dans un Mali réconcilié. Notre parti est en train d'amorcer les futures échéances dans notre pays avec sérénité et calme. Je profiterai de votre micro aussi pour saluer tout ce qui se passe au niveau de notre pays en termes de paix, de cohésion, pour que nous puissions vraiment aborder ces échéances-là dans la toute tranquillité. Le CNID s'inscrit vraiment dans le développement du Mali, dans la consolidation des acquis qui viennent d'être obtenus au niveau des accords. La commune 6 du district de Bamako compte 61 comités pour 11 sous-sections du CNID Faso Iruaton. Le CRES de Badalabougou a abrité les travaux du forum d'échange entre les acteurs politiques et les citoyens, organisé par le National Democratic Institute, NDI, avec l'appui financier de l'USAID. Le forum ambitionne de faciliter l'accès aux services sociaux de base. Nando Dambélé. Aux services sociaux de base et citoyenneté, c'est le thème de ces forums. Révélateur, il suscite l'intérêt des acteurs politiques, lesquels ont pris massivement part aux assises. Ce forum nous permet d'avoir la sensibilisation de la population, une première, mais la seconde, c'est de nous permettre de connaître réellement ce que la population veut. Et au-delà de cette connaissance, nous permettre de répondre aux différentes questions de la population. Pour les organisateurs, le forum revêt une importance capitale quant au fait que la classe politique nationale affronte dans quelques semaines l'élection présidentielle. Le NDI s'est donné l'objectif, avec vous, de créer les conditions pour une meilleure communication entre les acteurs politiques et les citoyens, et communication interactive qui va certainement permettre aux partis politiques qui sont engagés ou qui vont être engagés dans les prochaines consultations électorales. Véritable cap d'échange, le forum consiste en des débats riches autour du thème central, débats qui aboutiront à une synthèse qui servira à son tour de cadre de référence aux acteurs politiques dans l'exercice de leur mission. Ce forum, qui se tient 24 heures après celui tenu sur la rive gauche, a regroupé les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile. L'association Mobilisation citoyenne des jeunes en commune 2 du district de Bamako, en partenariat avec RI 2002, a tenu à la Maison de la Presse une conférence sur le thème « Le choix politique des jeunes dans les élections de 2013 », conférence suivie par Agibou Koulibaly. Cette conférence débat se tient dans un contexte national caractérisé par une crise politico-sécuritaire que traverse le pays. Pour les initiateurs, la jeunesse, composée de plus de 70% de la population, regorge le potentiel électeur pour les échéances électorales à venir. Elle est électrice, éligible et renferme le plus grand nombre d'agents électoraux. D'où le thème « Choix politique du jeune dans les élections présidentielles de 2013 ». Il faut que le Mali ait un président fort. C'est-à-dire qu'il y a un président qui prend des décisions fortes. Pour cela, la jeunesse constitue la couche majoritaire parmi les électeurs potentiels. Si la jeunesse parvient à se projeter autour d'un candidat fort, je pense que le pays va sortir de cette crise. Le conférencier a appelé à la lucidité de toute la population en général et les jeunes en particulier de rester mobilisés comme un seul homme, tout en choisissant judicieusement avec des critères légitimes bien définis le candidat qui répond aux vertus d'homme d'État, de patriote pour les échéances à venir. C'est à eux, jeunes, de voir à travers les propositions qui sont faites, à travers en réalité la vision, le modèle d'homme qu'il faut, de pouvoir opérer leur choix politique. Mais opérer leur choix politique demande également de passer par ce que j'ai appelé la politique des escaliers, au lieu de prendre la politique de l'ascenseur. Il s'agit d'abord de participer, ce qu'ils sont en train de faire. Il s'agit aussi de s'impliquer. Il s'agit également de se responsabiliser. L'association Mobilisation citoyenne des jeunes a pour but de contribuer à promouvoir le développement économique, social et culturel d'une commune prospère et solidaire à travers les actions citoyennes. Elle se projette d'organiser une soirée ludique avec comme accès
la carte Nina. Rendons-nous à Kay où séjourne le président du parti Yelema, Moussa Mara, a eu l'occasion d'organiser un point de presse et cela pour présenter son projet de société. La santé, l'éducation, le leadership des jeunes, la citoyenneté, les Maliens de l'extérieur sont entre autres priorités du maire de la commune 4 du district de Bamako et son credo reste la transparence et la vérité dans la gestion des affaires public. Kai Kansutu Kanouté. Au cours de cette conférence de presse, Moussa Mara, président du parti Yelema, le changement, a d'abord évoqué les questions de santé, d'éducation du citoyen malien, des Maliens de l'extérieur, du chômage des jeunes. Ce sont là les quelques points saillants du projet du parti Yelema. Selon Moussa Mara, les pouvoirs qui se sont succédés ont privilégié les infrastructures, les routes, ignorant ces citoyens sur le plan santé, éducation, chômage, entre autres. Après avoir parlé de l'État, situer le Malien au cœur de notre projet, parce que le Malien a été ces dernières années le spectateur de son propre parcours et de la situation du Mali de manière générale. Donc comment faire en sorte de l'impliquer dans toutes les questions de développement du pays, de le rendre citoyen connaissant le pays pour l'aimer, et comment faire en sorte pour qu'il puisse, je dirais, jouer la plénitude de ses interventions, le soigner donc, l'éduquer et l'instruire, lui trouver une responsabilité et gérer le cas particulier des Maliens de l'extérieur. Dans la présentation de son projet, il a souligné le leadership jeune. Selon lui, le leadership du pays doit mieux correspondre à la population qui est jeune dans une grande majorité. Pour que des jeunes leaders dans les différents domaines, politique, économie, administration, société civile, fassent progresser le pays par leur esprit d'ouverture, leur maîtrise des nouvelles méthodes de gestion et des technologies par leur énergie et leurs compétences. Dans son exposé, il a aussi parlé des Maliens de lui. C'est une grande chance pour le Mali car chaque année, il dépense plus de 200 milliards de francs CFA. Il faut les orienter dans les productions, dans des projets. Pour Moussa Mara, la gestion de toutes les affaires publiques doit privilégier la vérité pour que la confiance soit instaurée entre la base et le sommet. La gestion publique et les relations entre les populations et les responsables doivent être assurées par la transparence absolue. L'accord préliminaire de Ouagadougou, accord signé le 18 juin dernier, continue de susciter des réactions. Le Parti pour le développement économique et la solidarité PDS a appris avec un grand soulagement la conclusion d'un accord préliminaire signé entre le gouvernement de la République du Mali et la coordination du mouvement de libération de l'Azawad et du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Synergie d'action est le mot d'ordre prôné par le gouverneur de la région de Gao, et cela à quelques jours de l'ouverture de la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle. Le général de brigade Mamadou Adama Diallo a entamé une campagne de sensibilisation de la société civile, les partis politiques et les chefs de service sur l'état d'avancement des préparatifs et les mesures sécuritaires pour un bon déroulement du scrutin. Daouda Zoumana Traoré depuis Gao. Les échéances de l'élection présidentielle de juillet prochain dégagent des priorités dont l'atteinte dépend de tous. Cette vision a été partagée lors d'une réunion entre le gouverneur, les représentants des partis politiques, la société civile et les chefs de service. En ce qui concerne l'établissement des listes électorales, un grand pas a été franchi. Présentement, il y a au niveau de Ansongo 59 380 électeurs et 224 bureaux de vote. Bourem, on a 50 627 électeurs et le nombre de bureaux de vote, c'est 183. Gao, on a 109 990 électeurs et 273 bureaux de vote. Ménaka, ça fait 48 441 électeurs et le nombre de bureaux de vote, c'est 131. En faisant les totaux, ça fait 268 438 électeurs et 811 bureaux de vote. L'autre priorité, c'est la sécurisation des activités du processus. Les personnes engagées et les matériels, dont la plupart sont arrivés, doivent être bien accompagnés par les forces armées. La force Serval,
la MINUSMA prêteront main forte aux forces armées maliennes. Ce volet inquiète les partis politiques qui pensent que sécuriser les déplacés et les réfugiés à accomplir leur droit de vote est difficile pour la simple raison qu'ils sont éparpillés en plusieurs endroits le long des frontières. Là-dessus, l'administration rassure en tenant compte de l'engagement même de l'État et ses partenaires. Quant à la lutte contre la fraude, c'est la vigilance qui peut la combattre. Plusieurs participants ont souhaité que de tels cadres d'échange se perpétuent. Plus de 250 millions de francs CFA, c'est le coût global du projet Amélioration du statut et des perspectives d'avenir des filles en détresse des régions rurales du Mali, initié par le groupe de recherche Action Droits de l'Enfant malien en collaboration avec Kinderheart Africa. Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des jeunes filles mineures, migrantes, travailleuses, nous dit Hadidjatou Okone. Malgré d'énormes efforts consentis par les associations et organisations de protection des droits de l'enfant, la situation des filles mineures travailleuses domestiques reste gérée sans référence à la réglementation en vigueur au Mali. Elles travaillent dans des conditions précaires à cause de leur inorganisation, leur manque de formation professionnelle, leur analphabétisme, la méconnaissance de leurs droits, etc. Pour parer tout ceci, le groupe de recherche Action Droits de l'Enfant Mali, GRADEM, en collaboration avec Kira, Droits des Enfants Afrique, lance le projet Amélioration du statut et des perspectives d'avenir des filles en détresse des régions rurales au Mali. Nous avons initié ce projet avec notre partenaire Kinderheart Africa, Kira, pour enfin d'améliorer les conditions de vie des aides ménagères pour axer sur le travail des enfants. Souvent, il y a les centres de santé avec qui nous sommes en collaboration. Lorsque ces jeunes filles arrivent là-bas en état de détresse et qu'elles n'ont pas de répondant, ce centre aussi nous réfère ces filles. Le GRADEM recherche des partenaires œuvrant pour le bien-être et l'épanouissement de l'enfant, de la famille et de la communauté au Mali. Mon département ne ménagera aucun effort et rassure GRADEM de son accompagnement dans toute initiative visant à faire la promotion des droits de l'enfant au Mali et en particulier défendre les droits des jeunes filles travailleuses. Avec un coût global de plus de 250 millions de francs CFA, ce projet permettra à GRADEM d'intervenir dans 3 zones, à savoir Bamako, Ségou et Koulikoro, afin d'améliorer d'ici février 2015 les perspectives d'avenir de 2800 filles, dont 900 mineurs migrantes travailleuses dans le district de Bamako. Le ministère des Mines, à travers son projet Assistance technique à l'orpaillage et à la promotion de la femme rurale, a remis 25 machines à coudre et leurs accessoires à 25 associations féminines du cercle de Kangaba. Moussa Fani. 28 millions de francs CFA, c'est la valeur de 25 machines à coudre et accessoires destinées à 25 associations féminines du cercle de Kangaba. Ces gestes est un appui du département des Mines à travers son projet Assistance technique à l'orpaillage et à la promotion de la femme rurale à top fer. Il devra permettre de réduire le départ massif des femmes vers les sites d'orpaillage. Dans l'espoir que ces machines à coudre seront employées et bien entretenues par les associations afin de les aider à combattre la pauvreté, nous exhortons les femmes une fois encore à plus de persévérance pour mener à bien leurs activités quotidiennes et combattre la précarité et la dépendance. Pour les autorités locales, cette action est salutaire. Le préfet du cercle de Kangaba en appelle à une utilisation judicieuse des machines. Nous souhaitons que ça soit alors l'ébauche d'activités qui amènent les gens à tourner un peu les dos à l'orpaillage pour s'occuper d'autres activités. Ce que je leur demande, c'est d'en faire un bon usage pour que dans les jours à venir, d'autres puissent en bénéficier. Le projet à top fer prévoit aussi la formation des femmes en coupe et couture durant 1 mois. Le projet appuie également les femmes dans d'autres activités génératrices de revenus, telles que la savonnerie, l'aviculture et le maraîchage.
Le village de Kombo, commune rurale de Tchélé, c'est dans la sous-préfecture de Wélé-Sébougou. Donc, elle dispose désormais d'une maternité. D'un coût total de plus de 40 millions de francs CFA, cette maternité est le fruit d'un partenariat entre l'ONG Kofesfa Yirowaton et la fondation luxembourgeoise. Raoul Foloro, Moussokura Konate, compte rendu. La construction de cette maternité est l'œuvre de l'ONG Kofesfa Yirowaton pour accroître l'accès des femmes aux soins de santé primaire en vue d'une réduction du taux de mortalité maternelle et néonatale. L'ONG Kofesfa Yirowaton a réalisé 7 modestes infrastructures pour un coût total de 40 409 899 francs CFA, entièrement financés par la fondation luxembourgeoise Raoul Folero. Ces coûts représentent les frais de construction de la maternité, d'équipement, d'électrification solaire, d'achat d'un lot de médicaments, d'un tricycle ambulance pour l'acheminement des malades vers d'autres structures sanitaires et d'un forage équipé de pompes manuelles. La nouvelle maternité de Kombo comprend une salle de soins, une salle de consultation, une salle d'accouchement, une salle de repos et une pharmacie. Elle vient agrandir le district sanitaire de Wélé-Sébougou et contribuera à rapprocher davantage les populations des services de santé. Avec une population de près de 25 335 habitants en 2013, la commune de Tchélé dispose d'un médecin, d'une sage-femme, de 2 matrones et de 2 infirmiers. En termes médicaux, on dirait qu'à peu près il y a un ratio de 12 973 femmes pour une sage-femme. La réalisation de cette infrastructure rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de santé communautaire de base dans les cercles de Kati et région de Koulikoro. Ce programme est exécuté par l'ONG Kofesfa Yirowaton en partenariat avec la fondation luxembourgeoise Raoul Foloro. Il couvre les communes rurales de Bangoumana, Sibi et Tchélé. Fin de cavale pour 4 bandits spécialisés dans le braquage de paisibles citoyens. Aujourd'hui, dans les locaux de la brigade d'investigation judiciaire, ces bandits ont été interpellés lors d'une descente de patrouille combinée de la brigade anticriminalité et la brigade spéciale d'intervention. Mamourou Sidibé les a vus, son compte rendu. Dans sa mission de sécurisation de la capitale et ses banlieues, la brigade anticriminalité et la brigade spéciale d'intervention ont fait une bonne moisson les nuits du 16 au 17 et du 18 au 19 juin 2013. C'était à la faveur d'une patrouille au cours de laquelle 4 braqueurs armés ont été interpellés. Le nommé Konaté a été le premier à être arrêté par cette patrouille au niveau du quartier populaire de Miambou. Il a été trouvé en possession d'un pistolet automatique. Les 3 autres ont été interpellés par la brigade anticriminalité. Parmi ces 4 interpellés, 3 font l'objet de recherches par le 3e arrondissement et avaient été déjà déférés en cette même année 2013 par le 15e arrondissement pour les mêmes faits. Une chose est de traquer les bandits armés récidivistes, une autre est de rendre une justice équitable afin d'éviter aux victimes de ces criminels de se rendre justice. Et si on relisait le Coran, le Saint-Coran, c'est le titre d'un livre présenté hier soir à la faculté des lettres et sciences humaines. L'œuvre est de Hanan Keita, écrivain malien, sorti de l'université Ain Shams de l'Égypte. L'ouvrage lance le débat sur l'interprétation que les hommes font du Saint-Coran. Cheikh Oumar Sangaré. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu en dehors de Dieu. C'est par cette phrase que cette interprète traductrice français-arabe commence cet ouvrage de 74 pages. Et si on relisait le Coran, le titre est évocateur car le sujet est tabou dans un pays comme le nôtre. L'auteur précise, l'interrogation concerne l'interprétation faite par les hommes. Le Coran est sacré, la parole est divine, tandis que l'interprétation est humaine. Et si on croit que la parole est divine, alors la parole est vivante, alors elle est évolutive. On peut l'interpréter à travers le temps et l'espace. Le livre s'inscrit dans la dynamique d'une réflexion sur la pensée musulmane. C'est là pour un islam modéré qui concorde mieux avec notre société. Et réconcilier l'islam avec la science moderne, la question de la femme en islam, islam et législation sont entre autres thèmes traités dans ce livre. La qualité littéraire de l'auteur n'est pas passée inaperçue. Hanan Keita est d'une intrépide polyglotte qui est à l'aise dans le décortiquage des écritures saintes islamiques. Elle traduit le mot sans trahir l'esprit. Concernant par exemple les sanctions pénales que charrient les pratiques d'un âge
Elle rappelle que l'islam est d'abord et surtout une religion de tolérance, car Dieu est bon, clément et miséricordieux. Le livre « Et si on relisait le Coran » est désormais disponible dans les librairies au prix de 7 000 francs CFA. Rappelons que Hanan Keita est aussi l'auteur du roman « Femmes sans avenir » qui a été élu livre de l'année 2012 aux éditions La Sahélienne. De la musique dans ce journal, le grand artiste Bassekou Kouyaté a présenté hier soir au Monte Cristo de Bamako son 3e album intitulé Djamako, un album de 13 titres. Une soirée dédicace qui a vu la présence de certains membres du gouvernement, du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et celui de l'artisanat et du tourisme. Et bien entendu, plusieurs autres artistes maliens et étrangers. Agibou Koulibaly a eu la chance d'être présent. Pour faire connaître du grand public malien son album Djamako, Bassekou Kouyaté a initié une dédicace modeste. Cet opus riche et varié lui a permis de décrocher un trophée lors d'Africa Festival Awards 2013 en Allemagne. J'ai fait un album, c'est sorti en Europe, ça marche à merveille. Donc ici c'est chez moi. La sortie ici, il faut faire quelque chose pour vraiment informer les Maliens qu'on a fait un nouveau album. C'est comme un nouveau bébé. Partout en Afrique aussi, quand on dit on orchestre, on amène la guitare, la batterie, c'est pas pour nous. Donc il faut faire quelque chose avec ce que nous avons ici, les instruments comme ça. Je crois que l'Ngoni c'est très bon, c'est un bon instrument. C'est pour présenter aussi au cadre malien comment on travaille en dehors du Mali. Cette distinction est le fruit de son engagement et de sa détermination pour la promotion de la musique malienne. Bassekou Kouyaté estime que le Mali est un et indivisible. Une dédicace appréciée par les invités de la soirée. J'ai toujours dit que les artistes, et particulièrement les artistes comme Bassekou, sont les véritables ambassadeurs du Mali. Au moment la crise où notre pays était vraiment au bord de la rupture, ce sont eux qui ont entretenu l'espoir. Et je crois que la nation doit leur être reconnaissante pour cela. Il est en train de revaloriser notre patrimoine, riche patrimoine culturel. Et il est en train de faire aussi la promotion de la musique malienne à travers tout le monde entier. Pour la promotion de l'album Djamako, Bassekou Kouyaté entame dès la semaine prochaine une tournée en Europe, en Asie et en Afrique. Au cours de cette tournée, il animera une 50aine de concerts pour le rayonnement de la musique malienne. Bassekou Kouyaté qui maîtrise à merveille le Ngoni. Sport football, un match avancé de la 27e journée. L'USFAS a battu 1-0 le CSK. Cette victoire permet à l'USFAS de s'approcher du maintien en Ligue. Auparavant, le Djoliba Athletic Club et les 11 créateurs de Nyarela s'affrontaient en quart de finale de la 53e Coupe du Mali de football. Victoire des Rouges de Bamako, 2-0 et se qualifie pour les demi-finales. Al-Juma Atina. Pour la deuxième année consécutive, le Djoliba Athletic Club et les 11 créateurs s'y croisent en Dame Coupe du Mali. Vainqueur l'année dernière en demi-finale, l'équipe de Nyarela n'a pas réussi à rééditer cet exploit. Cette fois-ci, ce fut la revanche pour la formation de Heramakono lors de cette rencontre de quart de finale. Pourtant, le premier acte du match a loin été une mer à boire pour le Djoliba Athletic Club, qui va avoir des sueurs froides à quelques moments de la partie. Mais c'est à la 35e minute qu'arrive le tournant du match. Le remuant attaquant des 11 créateurs Mohamed Bessissé quitte ses partenaires après une faute commise sur Issa Traoré. Sérieusement touché, le défenseur Djolibis a été immédiatement transporté à l'hôpital. À la pause, les deux équipes se neutralisent 0 but partout. Aussitôt du retour des vestiaires, l'infériorité numérique portera préjudice aux créateurs. La rencontre bascule ainsi en faveur des Rouges de Bamako, qui vont marquer 2 buts à la 53e et 70e minute par Mamadou Sidibi. Les pensionnaires de Nyarela, archi-dominés, vont avoir la possibilité de réduire le score. Mais Eumeu Kofi décide autrement. Et voilà le Djoliba AC qui se qualifie pour les demi-finales. Moins loti en championnat national, la Coupe du Mali est désormais la priorité des Rouges de Bamako en vue d'une sortie africaine. Juste après cette rencontre, place au match avancé de la 27e journée du championnat national entre l'USFAS et le centre Salif Keita. L'équipe du CSK en jaune, qui n'avait besoin que des nuls pour assurer le maintien, devra patienter, puisqu'elle s'est inclinée 1-0. Une réalisation de Dambélé Alassane à la 84e minute.
Le soir s'approche de plus en plus de son but, puisqu'il lui reste 3 points désormais pour demeurer première division. Le Stade malien de Bamako s'est qualifié également pour les demi-finales après sa victoire 1-0 sur l'AS Real, tout comme le club olympique de Bamako, vainqueur hier du Sigui de Caille 1-0. Votre émission, on est dimanche, votre émission Question d'actualité porte ce soir sur la charte africaine du service public et de l'administration. Mamadou Namori Traoré, jusqu'à l'enregistrement de l'émission, occupait le poste de ministre de la fonction publique du travail. Le député Moussa Diakité, le commissaire au développement institutionnel Lassine Boiré et la présidente de l'association malienne des consommateurs Ascoma, Madame Koulibaly Salimata Diarra, en sont les invités. Question d'actualité, ça sera juste après l'émission Ensemble pour un Mali indivisible. Voilà, cette annonce met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.ortm.fr.